à Cambridge à l'âge de 76 ans. Il n'a eu de cesse que de vulgariser l'astrophysique et son livre Une brève histoire du temps, sorti en 1993 du Big Bang au trou noir, est parmi les meilleurs livres, disent ses lecteurs. Il était atteint d'une maladie neurodégénérative qui l'a cloué dans une chaise roulante et qui a démarré dès l'âge de 25 ans. Il avait même sur la fin de sa vie du mal à parler. Autre hommage, aujourd'hui, c'est à Hubert de Givenchy, fondateur de la marque Givenchy. Il s'est éteint le samedi 10 mars à l'âge de 91 ans. C'est l'une des figures les plus extravagantes et talentueuses de l'histoire de la mode. Né à Beauvais le 21 février 1927, il fait partie des couturiers les plus flamboyants de sa génération. Alors, aujourd'hui, bonjour colonel Marc Vermeulen. Bonjour. Je vous ai demandé de venir et de nous expliquer ce corps militaire que l'on connaît mal, mais que nous sommes ravis en tant que citoyens de solliciter souvent, quelquefois peut-être trop, quelquefois pour rien, vous nous direz. Vous êtes le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Val d'Oise depuis 2016, chef de corps comme on dit. Auparavant, vous avez occupé les mêmes fonctions dans les Côtes d'Armor, et encore avant, vous étiez dans les Yvelines et dans l'Essonne, mais sans les responsabilités départementales. C'est un corps qui appartient à la Direction générale de la sécurité civile. Avec vous, nous allons plonger au cœur du fonctionnement des sapeurs-pompiers, car on se souvient tous de la forte augmentation des feux en forêt en France en 2017. Vous allez nous expliquer si nous vous sollicitons fortement ou pas en Val d'Oise, comment le SDIS du Val d'Oise se modernise, vos besoins dans un contexte européen et les synergies possibles, s'il vous plaît, entre les différents centres de l'Île-de-France. Alors, à vos côtés, Christian Grappin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Tremplin Études Handicap Entreprise, association que vous avez rejoint en 2002. En 2012, pour les 20 ans de l'association, vous créez le concours vidéo handicap étudiant, tous en scène. Oui. En scène, ça s'écrit H-A-N, il faut le préciser à nos auditeurs. C'est donc la 6e édition en ce moment même. Et alors, la particularité de ce concours vidéo handicap étudiant, je répète, est d'encourager les jeunes en situation de handicap à accéder à des études supérieures. Et puis surtout, nous, le public, on peut voter pour toutes ces vidéos. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Merci d'être avec nous tous les deux aujourd'hui. Vers 9h45, nous aurons la chronique d'Olivier Carré. Et puis, si j'ai un petit peu de temps, quelques informations du jour. Alors, côté musique, nous avons choisi le groupe Electro Deluxe, car il se produit à Enghien ce vendredi 16 mars au Centre des Arts. Écoutez. Par contre, il nous manquerait un type d'Electro Deluxe. Non, il ne nous manque pas, c'est exprès. Celui-là, non. Je l'ai pas. Il manque pas, c'est moi qui je l'ai supprimé, il est pas très bon. D'accord. Je l'ai réécouté ce matin, il n'est pas top. Ok. Bon, donc on a tout. J'ai deux types d'Electro Deluxe, ça suffit. Vous aimez? Oui. Vous connaissez? Voilà. Ils sont très funk cette fois-ci. Ouais, c'est sympa l'Electro Deluxe. Les femmes adorent, le chanteur est pas si mauvais, c'est pas si mal physiquement, donc ça joue aussi. 4 minutes, on coupe à 2 minutes. Oui. Bah nous, on était en train de préparer le débriefer, on était tranquillou installés autour de nos cafés. On a vu, on s'est dit bon. Il faut pas hésiter à venir me chercher dans ces cas-là. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc vous avez compris, vous êtes filmé en vidéo live en ce moment sur Facebook. Alors, si vous voulez récupérer le podcast, ah bah non, vous allez partir avant, mais bah, je l'enverrai à votre agence. Oui, volontiers. Et vous pouvez le mettre sur vos pages, sur vos sites internet respectifs, juste en mettant le petit logo IDFM. Vous avez une clé USB avec vous? Non, je vous l'envoie aussi? Ok, bah, je l'envoie à votre collaboratrice. Ok. Et puis après, maintenant que vous me connaissez, vous avez compris que je travaille toute seule, donc je suis débordée, je reçois 150 mails par jour, c'est très dur à gérer pour moi. Je travaille jusqu'à 23 h le soir, j'arrive même tout juste à faire les tâches ménagères que vous connaissez tous.
Donc, n'hésitez pas à reprendre contact et m'envoyer un petit mail en disant j'ai une info, tiens, je veux bien venir à l'antenne, vous voyez. Ou j'ai quelqu'un, par exemple, moi je propose qu'on reparle des lauréats quand ça sera... Oui, alors il y en a peut-être certains, ils auront du mal à venir, mais peut-être que les écoles peuvent venir. Oui, les écoles peuvent venir, oui. Hein, on leur proposera en tout cas. C'est bon pour vous? c'est bon pour moi. On y va. Alors c'était Electro Deluxe avec Cut All Ties en avant-première sur IDFM car ils se produisent à Enghien, comme je vous l'ai dit, ce vendredi au Centre des Arts. Alors ils sortent un nouvel opus qui s'appelle Circle, porté par la voix exceptionnelle de l'américain James Copley. Et le groupe, vous avez reconnu des musiciens français cette fois-ci, pour un style qui s'envole vers le funk, type 70s, avec des touches de synthé, de soul, cuivré, bref, écoutez-les, achetez ce disque, c'est quand même magnifique. Alors Christian Grappin, avec Tous en scène, le handicap fait son cinéma, et nous, le public, pouvons voter sur les meilleures vidéos. On va en parler dans quelques minutes, mais tout d'abord, qui a eu l'idée de créer Tremplin? Eh bien, tout en restant modeste, moi. Donc vous avez créé ça il y a combien de temps? J'ai eu cette idée en 2012 pour les 20 ans de l'association. Je voulais aller un peu plus loin dans la démarche, à vrai dire dans une triple démarche. C'était assez ambitieux. Première démarche, c'était d'encourager les collégiens et les lycéens qui sont en situation de handicap à aller vers les études supérieures. Car quand on regarde le parcours de ces jeunes en situation de handicap dans les études, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux, et à la fois en primaire, et à la fois au secondaire, donc collège-lycée, et à la fois dans les études supérieures. Mais en termes de répartition, ils sont encore trop peu nombreux à être dans les études supérieures. Ils sont 8% dans les études supérieures, lorsque pour l'ensemble de la population, des jeunes, le taux est de 17%. Donc on voit bien qu'il y a encore des progrès. Puis de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a des entreprises qui, en France, sont soumises depuis 1987 à une obligation d'emploi. Et ces entreprises, parfois, ont du mal justement à recruter des personnes handicapées parce qu'elles ne trouvent pas les hauts niveaux de qualification qu'elles recherchent. Donc, la première idée, c'était comment faire pour encourager ces jeunes à aller vers les études supérieures. La réponse, c'était de dire, leur montrer que c'est possible, que handicap et études supérieures, c'est possible. Comment leur montrer que c'est possible? Eh bien, en leur montrant que les établissements d'enseignement supérieur, que ce soit des lycées pour la partie BTS ou prépa, que ce soit des universités, des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs, étaient engagés dans l'ouverture de leur campus et de leur cursus à ces jeunes. Mais comment? Eh bien, c'est là où j'ai pensé à la vidéo, c'est-à-dire c'est montrer à l'aide d'une vidéo. Qui doit réaliser cette vidéo maintenant? Eh bien, ce sont les étudiants, qui sont handicapés ou pas d'ailleurs, parce que pas de ségrégation, il faut aussi embarquer ceux qui ne sont pas handicapés dans l'aventure pour réaliser un film de 2 à 3 minutes sur le handicap. Une fois que ces films sont réalisés, l'idée c'est de les mettre à la disposition du public sur notre site tousenseine.fr, et vous l'avez bien précisé, en scène c'est H-A-N, merci de cette précision, pour que tout un chacun puisse aller voir les vidéos et se dise « Ah ben oui, c'est possible, je découvre que l'école des mines, que telle CFA, que telle université s'empare de ce sujet, donc pourquoi ne pas aller voir, surtout en cette période d'orientation, pourquoi ne pas aller voir ces établissements et leur dire oui, moi j'aimerais bien faire un parcours d'études dans votre établissement. Voilà quels étaient les enjeux. Et troisième objectif, c'était aussi en mobilisant les étudiants qui ne sont pas handicapés aujourd'hui, de les sensibiliser en les rendant acteurs, parce qu'ils font des films. 100 films de réaliser quand même. Oui, c'est énorme, parce que je suis allée voir sur votre site internet hier, j'ai passé pas mal de temps à aller voir les vidéos, j'ai compté 98 ou 99 vidéos. 99 pour être précis. Voilà, réalisées. Alors effectivement, il y a des grandes écoles, tout comme des formations spécialisées, ça c'est très intéressant, et on voit bien que c'est les jeunes eux-mêmes qui traitent le sujet. C'est les jeunes qui s'emparent du sujet, qui nous apportent leur regard, parce que le deuxième objectif, c'est changer le regard sur le handicap. Et ce que j'ai voulu créer en 2012, c'est de dire, si on veut changer le regard, il faut demander à d'autres de regarder à notre place.
Et ces autres, c'est ceux qui seront demain dans les entreprises et ils nous apportent un regard qui est poétique et parfois ironique et parfois humoristique, qui interroge, qui interpelle. Et c'est ça qui nous intéresse à travers les différentes catégories que nous leur proposons. Alors justement, parlons des catégories de ce concours. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une rubrique humour, j'ai vu. Et puis il y a une rubrique, alors présentez-nous les différentes catégories du concours. Alors il y a 7 catégories majeures, il y a art et essai pour ceux qui veulent faire des films un peu poétiques, artistiques, cinématographiques. Il y a la catégorie humour, évidemment, c'est parler de handicap avec humour. Ça c'est très drôle, moi j'ai regardé notamment en humour les deux autistes se moquer l'un de l'autre. Oui, se moquer l'un de l'autre. Ah oui, ça c'est rigolo comme tout, parce qu'il y en a un qui est très fort en maths et l'autre, je crois que c'est en texte. Oui. Et ils se moquent d'eux-mêmes, voilà, en s'énervant un petit peu. Oui. C'est ça qui est important. Ils font semblant de s'énerver, je pense, quand même. Oui, ils cassent les clichés. Voilà, et c'est bien d'avoir fait une rubrique humour, parce qu'on a beaucoup de mal à traiter de ce sujet par l'humour finalement. Oui, là aussi, nous-mêmes, on se donne des barrières, on se dit, mais non, il ne faut pas parler de ça comme ça. Et c'est pour ça que quand on confie ça aux jeunes, eux, ils osent. Et en plus, quand c'est des jeunes en situation de handicap eux-mêmes qui portent un regard humoristique sur leur situation, c'est difficile de leur donner des leçons quand même. Oui, alors on parlait des catégories donc de ce concours. Il y a aussi la catégorie sport. Il y a bien sûr la catégorie sport. Je vous rappelle qu'on est en pleine période de paralympique. Voilà, donc hier j'ai annoncé les résultats. On a gagné déjà 10 médailles. On en a 13 ce matin. On en a gagné 3 supplémentaires effectivement cette nuit. Une hier et puis encore 2 cette nuit. Donc là, on voit qu'on est très bien placé. On est tout juste derrière les États-Unis. Exactement, on a battu notre record des derniers Paralympiques. Donc il y a sport, mais il y a aussi vie quotidienne, il y a vie étudiante évidemment, puisqu'on s'adresse à des étudiants, il y a vie professionnelle, et puis cette année on a rajouté une nouvelle catégorie, innovation technologique. Alors, qu'est-ce que c'est la catégorie innovation technologique? Alors, l'innovation technologique, c'est des films sur des solutions techniques, digitales, humaines, organisationnelles qui sont proposées. Alors, donc, ce sont des futures start-up ou c'est des sociétés existantes? Comment ils ont fait ça? Il n'y a pas cette prétention-là. La prétention, c'est parce qu'on s'est aperçu au fil des années, on en est à la 6e édition, vous l'avez rappelé, que des écoles d'ingénieurs faisaient des films sur certaines réalisations. Et ils ne savaient pas trop où les mettre. Est-ce que c'est vie quotidienne, vie professionnelle? Et du coup, pour eux, on a créé cette catégorie qui a bien fonctionné cette année, puisqu'on a environ 9 films qui sont déposés. Donc, ça les met en lumière. Et c'est plutôt intéressant. Ça les met en lumière et puis ça va nous faire connaître des nouveaux produits qui pourront aider justement les personnes en situation de handicap. Peut-être si ces projets étudiants vont jusqu'au bout. C'est ce qu'on souhaite, des futures start-up qu'on pourra présenter au bar de l'économie dès qu'elles seront prêtes à vendre leurs produits. Avec plaisir. Quels sont les prix pour tous ces jeunes? Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Dans chaque catégorie, il y aura un lauréat. Je vais prendre un ton solennel, le jury tous en scène se retrouve demain matin à l'aube. Donc il faut dire au public qu'on peut encore voter aujourd'hui? On peut encore voter. C'est le dernier jour? C'est le dernier jour. Et alors ce qui est important, c'est voter sans modération. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous êtes courageux, si vous avez le temps, aller regarder les 100 films, plus précisément les 99 films, et voter pour chacun d'entre eux, leur accorder des étoiles, en fonction de si ça plu un peu, beaucoup, passionnément. Donc, n'hésitez pas, il est encore temps, allez découvrir ces vidéos et faites-le connaître autour de vous, parce que c'est quand même l'idée. C'est de montrer au plus grand nombre que, encore une fois, les études supérieures, pour des jeunes en situation de handicap, c'est possible. Donc demain, le jury se réunit et va élire les lauréats de chaque catégorie. Mais il y a des prix en plus. Bien souvent, on constate, on dit « Ah oui, il y a un film qui ne mérite pas de gagner, mais qui est quand même sympa, il y a un beau message, ou c'est bien filmé. » Donc ça va être notre prix coup de cœur. Et puis, il y a également un prix spécial lycée, puisqu'ils n'ont pas forcément les mêmes moyens que des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, d'université. Donc on a fait le prix Jeune Pousse pour mettre en avant le meilleur film, ce qui nous semble le meilleur film des lycées. Et l'année dernière,
aidés par UGC Images. UGC est un grand partenaire de Tous en scène. Nous avons créé le prix cinéma. Alors là, c'est très sérieux. C'est le film ou les films qui répondent le plus au canon cinématographique. L'année dernière, 2 écoles ont gagné. Le grand prix cinéma a été remporté par les étudiants de l'ESCP, un très joli film. Alors, je précise que tous les films de toutes les éditions sont sur le site Tous en scène. Tous les films qui ont concouru, lauréat ou pas lauréat. Donc on peut aller les voir. Et le deuxième film, un très beau film aussi que j'ai beaucoup aimé, L'Escargot, de l'université, des étudiants de l'université de Montpellier, qui refont un film d'ailleurs cette année dans la catégorie humour, un très beau film. Donc il y aura aussi cette année, remis par les professionnels du GC Images, j'insiste, peut-être 2 films qui récompenseront les lauréats, et c'est vraiment des très 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 beaux films. Et puis évidemment, le fruit des votes, donc là ça n'appartient pas au jury, le fruit des votes nommera automatiquement le prix du public, c'est-à-dire le film qui aura eu le plus de votes et le plus de vues. Donc ça aussi c'est important, vos votes servent à ça. Alors qu'est-ce qui gagne tous ces jeunes? On reste dans l'univers cinématographique. Ils vont gagner soit des cartes de cinéma UGC avec 26 places, donc pour chaque étudiant d'équipe gagnante, hein, c'est pas une carte par équipe, c'est chaque étudiant d'une équipe gagnante qui recevra une carte UGC avec 26 places, où ils auront aussi des très beaux appareils réflexes Nikon, qui est aussi un partenaire de la cérémonie. Oui, c'est des gens très sérieux. Nikon, je vous rappelle qu'il réalise aussi un très beau festival, Nikon Film Festival, qui est très 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 joli et de grande qualité. Ils auront aussi des petites caméras sportives, et puis il y aura également des enceintes sans fil portatives. Donc on reste dans l'univers de l'image et du son, bien évidemment. Donc je vous propose, à IDFM, nous vous proposons de faire venir les gagnants à l'antenne. On les prendra peut-être pas tous ensemble, mais régulièrement à ce moment-là. Parce qu'il y a 12 prix. Voilà, s'il y a 12 prix. Et puis, donc, s'il y a 12 prix, on vous propose aussi de mettre les vidéos en lien sur notre page Facebook. Comme ça, nos auditeurs pourront les voir. Alors, les vidéos, on répète, on peut encore voter aujourd'hui. Il y a 99 vidéos sur des thèmes divers comme l'exclusion, les maladies invisibles, devenir bénévole, les produits, être agoraphobe, la surdité, ne pas voir, comment oublier nos différences, vivre en fauteuil roulant. Bref, ça dure entre 2 et 4 minutes. Allez voter, allez les regarder, c'est très intéressant. Et puis, on sera heureux de participer avec vous à soutenir tous ces jeunes et comment lutter contre les différences, justement. Merci beaucoup, Je vous en remercie beaucoup. Juste une remarque pour montrer que il faut s'ouvrir le champ des possibles, parce que tant qu'on ne nous montre pas que c'est impossible, ça veut peut-être vouloir dire que c'est possible. Et l'expérience, vous en avez parlé, c'est Stephen Hawking, qui a eu la maladie de Charcot, je crois, vers 25 ans. Les médecins lui avaient donné 2 ans. Il est décédé dans la nuit à 76 ans. Donc on ne peut jamais savoir, et l'espoir est toujours permis. Exactement. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. On va tout de suite faire une petite pause musicale, puis ensuite on passe au deuxième sujet du jour. Les sapeurs-pompiers, mais faut-il les appeler encore comme ça? On écoute Electro Deluxe, Keep My Baby Dancing. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis vous me reprenez contact avec moi quand le jury aura délibéré. C'est demain, hein. Ah oui, ça va aller très vite. C'est pour ça qu'il faut préparer. Il y a combien de membres dans le jury? Alors, il y a 15 entreprises partenaires et il y aura à peu près 2 personnes par entreprise. Vous pouvez aussi, on peut aussi, j'en parlerai au Centre des Arts qui fait un gain parce qu'ils font beaucoup de numérique et de cinéma. Je pense que ça va les intéresser de passer quelques vidéos. Ils ont une chronique arrêt essai. Vous connaissez pas Dominique Roland? Il était à l'antenne hier. Non, je suis désolé. Hier ou avant-hier. Ah ben oui, si on peut faire quelques visualisations, bien sûr. Voilà. Il faut tisser des liens. Merci. On est là pour ça. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Oui, Florence. Ah, par contre, j'ai pas vos coordonnées. Je vais vous donner ma carte. Oui, je t'avais noté ça. On a un souci. Ça marche pas du tout la chronique.
Comment ça va? Si, elle a très bien marché chez moi. Bah là, ça marche pas. Alors, je sais pas si c'est le format, elle est encore en MP3, en AIF. Ah non, non, elle marche parce que je l'ai encore écouté hier. Là, en tout cas, elle marche pas ni dans le conducteur ni dans le cartouchier. Je viens de tester, ça me met erreur. Mais non, ça marchait hier. Alors, il faut aller revoir dans mon sac, dans mon disque dur. Ouais. Voilà, j'ai pas le temps. Francky est pas là. Donc, et ça se trouve, elle n'a pas été encodée en bon format. En tout cas, moi, dans le parce cartouchier, que... j'ai erreur. Non, c'est dans le transfert de fichiers qu'il y a dû avoir un problème. Ouais, parce que là, vous voyez, erreur. Et dans l'autre aussi, erreur. Ça dure combien de temps cette chanson-là? Dure 6 minutes et quelques. Il me reste encore Bon, je vais juste voir 30 secondes. J'en ai pas pour longtemps. Je vais essayer de la remettre. Là, c'est bon. Vous l'avez remis dans le fichier? Oui, oui, je l'ai remise, mais je l'ai renommée. Le nom est plus court et ça va peut-être... Moi, ça marche en tout cas. Je l'ai écouté au... Alors, attendez. Je l'ai écouté... Voilà. Allez, on repart. Chronique évaluation, c'est ça? Oui. Je le teste. Bah, sinon, on passera plus de musique, puis c'est tout. Non, ça passe pas non plus. Bah, pourtant, ça passe à... Je suis désolée, ça passe... Ah bah ça passe là... C'est bien chronique évaluation, part de l'économie, d'accord. Oui. Elle part en erreur. C'est forcément bon puisque ça, je peux l'écouter. Je viens de l'écouter là. Ben oui, mais je vous dis, je sais pas si c'est un problème de format, de nom ou quoi, mais en tout cas, moi, elle part en erreur en fait, pas de fichier. Bah pourtant, là, elle est bonne. Moi, c'est vous le technicien. Moi, je peux rien faire, je sais pas. Hein. Moi, je sais pas m'occuper de ça. Mais quand je la glisse dessus, en gros... Actualisez-la, s'il vous plaît. Je la reconnais pas. Bah, essayez de... Vous avez un peu de temps, on a... Allez, on y va parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Pareil, ça marche pas. Essayez de traficoter le fichier. Je vais appeler Francky. On reparle du coup. Ouais, on y va, nous. Alors, qui sont les pompiers? Deuxième sujet du jour, ces personnes entraînées à combattre le feu et à offrir une gamme de secours de diverses natures, que vous nous expliquerez, colonel, si vous voulez bien, dont la mission est de protéger les personnes, les biens et l'environnement, regroupés sous les initiales SDIS, SDIS, c'est pas un très joli mot. Alors la fonction est apparue au Moyen-Âge sous le nom de garde-pompe, avant que vous ne deveniez un corps militaire, ce qui vous a donné le grade de sapeur, d'où le nom de sapeur-pompier, qui a été créé en 1811. J'ai noté qu'il existait 6528 centres d'incendie et de secours en France. D'ailleurs, vous organisez un congrès national. En 2017, il s'était roulé à Ajaccio au mois d'octobre dernier, en présence du ministre de l'Intérieur. Alors en 2016, les sapeurs-pompiers ont effectué plus de 4 500 000 interventions sur presque 18 millions d'appels, c'est énorme.
285 000, un peu plus même, incendies, presque 4 millions de secours d'urgence aux personnes, presque 53 000 de risques technologiques, 410 000 opérations diverses, bref, 12 245 interventions par jour en France, plus de 3,6 millions de victimes. Je pense que les chiffres méritent d'être cités parce qu'on ne s'en rend pas compte tous les jours. Alors les chiffres 2017 sont-ils en augmentation ? Ah oui, effectivement, vous l'avez évoqué, la distribution des secours en France est assurée par les sapeurs-pompiers dans de nombreux domaines. Alors, trois catégories de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers militaires que vous avez évoqués, ils vont défendre Paris et la petite couronne, mais également la ville de Marseille, c'est historique. Alors, Paris, c'est suite à l'incendie de l'ambassade d'Autriche sur lequel Napoléon a décidé de confier, comme vous l'évoquiez, la réponse à des unités militaires. Et l'ensemble du territoire français qui est assuré, la réponse est assurée par des sapeurs-pompiers civils sous statut de fonctionnaires pour les professionnels et également des sapeurs-pompiers volontaires dont on sera amené à parler ensuite. Alors effectivement, la mission des sapeurs-pompiers a fortement évolué au cours de la dernière décennie sur le fait que maintenant on garde et on tient à conserver le nom de sapeurs-pompiers parce qu'effectivement c'est notre mission principale et en tout cas celle exclusive. Par contre, on participe de manière très active maintenant au secours à personne et qui est en constante évolution. Par exemple, les chiffres dans le Val d'Oise, alors ils sont tout frais parce qu'en fait on les a édités hier. On est à 96 487 interventions en 2017. Pour donner un ordre d'idée à vos auditeurs, ça fait à peu près une intervention tous les 5 minutes. On est à peu près sur cet ordre-là. Rien que pour peu le de répit en de fait pour voilà. les groupes d'intervention. Effectivement, 264 interventions par jour et une augmentation de 9% des interventions dans le domaine du secours à personne, ce qui représente aujourd'hui 80% de notre activité. Oui, donc il y a beaucoup moins d'autres risques, vous voulez dire, c'est plutôt l'assistance à personne qui prédomine. C'est donc une évolution de votre métier, en tout cas pour nous, dans le Val d'Oise. Alors c'est effectivement une évolution de la demande de la population, mais ce qui reflète un petit peu les orientations nationales sur lesquelles effectivement on est de plus en plus sollicité par la population en termes de secours à personne, ce qui n'est pas sans nous poser des difficultés. Alors vous avez cité donc 3 groupes d'intervention. Donc comment ça se répartit? C'est à peu près équilibré en nombre de personnes entre le fait d'être militaire ou fonctionnaire. Bon, je ne parle pas des bénévoles, c'est un petit peu particulier. Comment ça se répartit? Alors, en fait, la majorité des sapeurs-pompiers sont des sapeurs-pompiers volontaires. On ne parle plus de bénévoles. Pourquoi? Parce qu'en fait, la loi est venue encadrer un petit peu cette activité en précisant bien que les sapeurs-pompiers volontaires sont des citoyens engagés qui se mettent à disposition de la société. Ça représente environ au niveau national 81% des sapeurs-pompiers. Après, on a à peu près 80% des sapeurs-pompiers qui sont des sapeurs-pompiers volontaires. C'est important de le préciser. Dans le Val d'Oise, même si on est une structure qui est un peu plus professionnalisée, il représente encore 57% de nos effectifs. Et donc, c'est un gros besoin pour vous, les volontaires. Les sapeurs-pompiers volontaires, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de recrutement en ce moment? Est-ce que les bénévoles, parce qu'il y a eu quelques accidents de jeunes, on a entendu l'année dernière, de jeunes sapeurs-pompiers pris dans le feu notamment, moi je me souviens d'un jeune homme. Et est-ce que c'est ouvert aux femmes comme aux hommes? Enfin, aux hommes on sait, mais aux femmes notamment. Alors oui, effectivement, le besoin des sapeurs-pompiers volontaires est un besoin permanent. Pourquoi? Parce qu'on a une durée d'engagement qui est de l'ordre de 8 à 9 ans. Donc on a un turnover qui est assez régulier et on a besoin de recruter. On a un gros effort à faire, il y a une grosse volonté de la part des différents services d'incendie de féminiser également nos effectifs. Alors, mesdames, venez toquer aux portes des centres de secours, on a besoin de vous également. On a vraiment l'ensemble des profils et l'ensemble que ce soit des gens qui travaillent également dans un domaine administratif ou également dans le domaine technique, on a vraiment besoin. L'image d'Épinal du super sapeur-pompier, super sportif, super héros, oui, effectivement, il faut un minimum de conditions physiques pour se permettre effectivement de pouvoir se tirer d'une difficulté opérationnelle, mais c'est accessible à la majeure partie de la population, dont les femmes. Dont les femmes. Alors, ça demande combien de temps, en fait, si on fait un appel à des volontaires? Alors, au niveau de l'appel des volontaires, on va demander tout d'abord un investissement assez important au départ en termes de formation, puisque les missions sont les mêmes, il n'y a pas des missions propres aux professionnels et propres aux sapeurs-pompiers volontaires. Donc on va venir pendant, on va dire, la première année, leur demander une présence qui va être assez importante. On va dire que sur l'année, pour les former, il faut à peu près un mois complet. Voilà.
Donc, soit on va le faire en stage bloqué, ou alors on va le faire le soir et les week-ends en fonction de l'activité professionnelle du candidat sapeur-pompier volontaire. Et après, on va demander à ce que tous les mois, la personne consacre à peu près, on va dire, environ 48 heures au niveau des gardes, et après un certain nombre de disponibilités pour la formation continue. Donc effectivement, c'est quand même un engagement assez lourd. Alors à quel âge on peut commencer? Dans le département du Val d'Oise, on recrute à partir de 18 ans. Voilà. Dès 18 ans, on peut devenir donc sapeur-pompier volontaire. Voilà, sachant qu'on a également une possibilité pour les plus jeunes d'intégrer en tant que jeunes sapeurs-pompiers. Donc ce sont des jeunes qu'on accueille à partir de 12 ans, qu'on va accompagner jusqu'à leur majorité à peu près, afin qu'ils passent le brevet. Ils ne partent pas en intervention, mais par contre ils sont formés à l'ensemble des missions, et à partir de là, deux voies leur est possible, soit effectivement intégrer les sapeurs-pompiers en tant que professionnels ou volontaires, ou alors aller vers d'autres activités. Alors, est-ce qu'il y a une désaffection ou un regain des jeunes vers les sapeurs-pompiers? Comment se passe votre attente en candidat? Comment vous faites pour pouvoir faire comprendre aux jeunes que vous avez besoin d'eux? Alors, on essaie de communiquer. D'ailleurs, ce matin, merci de m'inviter, ça me permet effectivement de passer le message. On va dire qu'on a à peu près 2 zones sur le département. On a une zone plus rurale, sur la partie ouest, sur laquelle on a des difficultés de recrutement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens sont amenés à travailler peut-être plus sur Paris, et retournent chez eux simplement dans le cadre de leur cellule familiale. Et on a la partie est du département, sur laquelle effectivement on a peut-être une dynamique un peu plus importante au niveau de recrutement, même si derrière effectivement on a quand même besoin d'avoir des gens qui arrivent et qui sachent dans quel univers ils s'engagent, à la fois en termes de formation, même si on va les accompagner, puis également en termes de mission, parce que c'est vrai qu'ils ne feront pas que des feux, ils ne feront pas que sauver des vies, et il va y avoir toute une partie de leur activité sur laquelle on va accompagner la population et dans le cadre de leurs besoins. Vous allez même dans les écoles et dans les lycées pour faire connaître vos besoins? Alors effectivement, c'est une volonté d'aller au-devant, de participer à différents forums pour pouvoir justement informer les jeunes, mais également les moins jeunes, parce qu'on peut s'engager chez les sapeurs-pompiers, même si on a la quarantaine. En tant que sapeur-pompier volontaire, il n'y a pas de problème, voire même un peu plus, ça dépendra de la condition physique. On est en capacité d'accueillir des gens avec des expériences différentes, ce qui est toujours enrichissant dans notre activité. Ah bah donc on peut faire un appel à des gens qui ont plus de temps. Donc jusqu'à quel âge vous les acceptez? Alors jusqu'à la cinquantaine, en fonction de la condition physique, on peut les accueillir dans nos casernes. Donc voilà, si vous avez un peu de temps, rejoignez les sapeurs-pompiers, ils en ont besoin, et notre demande en tant que citoyen est de plus en plus, est en augmentation, vous nous l'avez dit, hein, oui, les chiffres 2017, en tout cas en Val d'Oise, le montrent. Alors, quelle est la sollicitation des Valdoisiens dans l'ensemble? Sur quel sujet? Pourquoi on vous appelle la plupart du temps? Alors, dans tous les compartiments, on a parlé du secours à personne, sur lequel ça a augmenté de plus 9%. Après, on a également une solidarité nationale qui s'installe. C'est pour ça qu'on a engagé des dispositifs de renfort cet été au profit du sud de la France. Mais on a également engagé des équipes dans le cadre de Irma, dans les Antilles. Donc ça, on est sur la solidarité nationale. Ensuite, après, dans le Val d'Oise, effectivement, on a eu des épisodes très récemment neigeux et puis les inondations. On a également des épisodes de verglas qui correspondent à des pics d'activité, d'où l'intérêt d'avoir une ressource volontaire importante et puis les professionnels qu'on va être amené à rappeler pour vraiment répondre au maximum des sollicitations. Sinon, le quotidien aujourd'hui des sapeurs-pompiers, effectivement, de majorité, c'est le secours à personne, avec, on va dire les choses, effectivement des missions d'urgence, mais quelquefois des missions qui ne relèvent pas d'urgence, et auquel cas, j'appelle à avoir un comportement citoyen, ne pas saturer les services d'urgence pour des choses qui ne le nécessitent pas. Et puis également, tordre le cou à une idée reçue, c'est pas parce qu'on va être transporté par les sapeurs-pompiers qu'on va passer plus rapidement aux urgences. Voilà. Donc, quelquefois, il vaut mieux qu'un proche prenne sa voiture et accompagne. Voilà, ou faire appel au médecin de famille qui va derrière pouvoir peut-être régler un certain nombre de situations. D'accord, merci pour ces informations. Effectivement, il faut en tenir compte, car une intervention toutes les 5 minutes, c'est énorme. Alors, parlons un petit peu de la modernisation. Quels sont vos besoins pour vous moderniser? Puis aussi des coûts en équipement, parce que ça coûte cher un camion. Alors effectivement, on va peut-être commencer par le nerf de la guerre, donc effectivement les finances.
Aujourd'hui, le service départemental d'incendie de secours est financé par les communes et par le conseil départemental. Voilà. Et après, une petite partie d'aide à l'investissement par l'État. On a baissé nos dépenses réelles de fonctionnement de 2,67% au cours des dernières années, donc ce qui est plutôt bien, et c'est normal par rapport à la situation, le fait que... Donc vous avez fait des économies, vous voulez dire? Voilà, les économies, elles se sont faites effectivement sur la masse salariale, d'où l'ajustement des effectifs avec la sollicitation, mais également sur l'investissement. Quel est l'enjeu de la modernisation? Je vais vous prendre un exemple sur nos centres de traitement d'alerte. C'est là où, lorsque les gens font le 18, on décroche. Nos centres de traitement d'alerte ont été pensés et prévus pour des appels qui émanaient de téléphone. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on est sur l'ère numérique. On a des smartphones qui vont pouvoir transmettre de la géolocalisation, donc de la data sur lequel nos centres de traitement d'alerte vont devoir l'intégrer. On a eu, et malheureusement c'était l'exemple au niveau du Bataclan, de plus en plus d'alertes quelquefois qui sont passées par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens n'ont plus forcément le réflexe d'un appel téléphonique, mais ils se disent, en passant sur mon réseau social, il y a plus de gens qui vont avoir l'information. Et puis on a des dispositifs qui vont arriver via l'Europe, notamment le dispositif e-call, qui va être imposé sur l'ensemble des véhicules. C'est un appel automatique d'urgence en cas de difficulté du véhicule, en cas de choc, qui dans un premier temps va envoyer un train de data, donc avec la géolocalisation, avec le nombre de personnes dans le véhicule, avec également le type de carburation, ce qui est important pour les sapeurs-pompiers, et puis effectivement après le fait de pouvoir être mis en relation avec les sapeurs-pompiers via le 112. Donc tout ça, toutes ces informations européennes, finalement, c'est une norme européenne qui vous demande d'aller dans ce sens, ou bien c'est le souhait de la direction générale? Alors, il y a deux choses. Il y a premièrement, le dispositif e-call, c'est une norme européenne. Maintenant, le fait de s'adapter par rapport aux nouveaux modes de fonctionnement et aux nouveaux modes de communication, c'est une réalité qui s'impose à nous. Alors effectivement, là aussi, on essaye également de mutualiser. La preuve en est, c'est que pas plus tard qu'hier, avec le président Striano, on était en réunion à Paris pour essayer de participer à la mise en place d'un système d'alerte national et de gestion pour l'ensemble des composantes des sapeurs-pompiers en France. Oui, pour nous, le citoyen, c'est très intéressant parce que quand on est notamment dans une zone rurale, les pompiers ont du mal à trouver l'adresse, quelquefois, et nous, dans la panique, quand il y a un problème d'assistance à personne, on a du mal à être en même temps au téléphone, à vous aiguiller, à vous diriger. Donc ça sera très intéressant pour nous de pouvoir vous contacter via nos smartphones. Déjà, c'est une réalité aujourd'hui, puisqu'en fait, on est raccordé à la plateforme de localisation des appels d'urgence. Donc, c'est un investissement qu'a fait le SDIS 95. Et aujourd'hui, lorsque vous appelez d'un smartphone, on peut vous localiser tout d'abord dans un rayon, on va dire, de 2-3 km par rapport au bornage que l'on a. Et ensuite, on va vous envoyer un SMS si vous n'arrivez pas à vous localiser, si vous acceptez, parce qu'il faut quand même respecter la liberté de chacun, la protection de la donnée. Mais si vous acceptez le SMS, pour cet appel, on pourra vous localiser à 1 mètre près à peu près. 1 mètre près, donc ça c'est drôlement bien. Tout à fait. Ça c'est une grosse avancée pour... Alors est-ce que c'est un investissement lourd ? Alors c'est un investissement qui a été porté au niveau national, donc au niveau du département, c'est un investissement de l'ordre de 60 000 €. Donc par rapport en fait à la plus-value, ça relativise les choses. Après il y a d'autres choses sur lesquelles effectivement on continue d'avancer, sur les liaisons radio, mais également on est en train de lancer une expérimentation on est en train de s'équiper de drones pour pouvoir faire un certain nombre de reconnaissances. On les a utilisés pour la première fois sur les inondations et on est en train actuellement former une équipe pour H24, pouvoir engager une équipe de pilotes avec un drone opérationnel pour notamment faire des reconnaissances sur des incendies ou sur des endroits sur lesquels on ne pourra pas, ou du moins on va limiter l'engagement humain dans le cas de toxicité ou des choses de... Donc un nouveau métier, un nouveau métier pour des jeunes qui voudraient devenir donc pompiers. Sapeurs-pompiers, c'est ceux qui savent piloter des drones. Alors c'est pas un métier, c'est une spécialité à l'intérieur de la composante sapeurs-pompiers. Voilà, mais c'est quand même nouveau parce que ça n'existait pas jusqu'à présent et j'avais jamais vu encore des pompiers utiliser des drones pour faire du repérage ou de la situation d'urgence. Alors, peut-être, quels sont vos besoins du coup maintenant pour pouvoir avancer justement et vous moderniser? Alors le besoin primordial effectivement c'est qu'on continue à avoir des gens qui ont envie d'embrasser la fonction de sapeur-pompier, que ce soit en tant que professionnel, que ce soit en tant que sapeur-pompier volontaire. Et puis également on a une inquiétude sur là encore
on a des jurisprudences européennes qui nous inquiètent par rapport au fait d'assimiler les sapeurs-pompiers volontaires en tant que travailleurs. Ça voudrait dire quoi concrètement? Ça voudrait dire que l'activité de sapeur-pompier volontaire que j'ai décrite tout à l'heure, qui est quand même assez soutenue, elle viendrait être comptabilisée dans le temps de travail de l'activité principale. Donc j'imagine, je suis employé de banque, et bien ça veut dire que si j'ai fait 12 heures d'activité en tant que sapeur-pompier volontaire, il faudrait que à mon employeur principal, donc à mon responsable de ma banque, que je respecte un repos de sécurité de 12 heures. Voilà, ce qui serait la fin du volontariat et la fin de cet engagement. Donc on compte énormément sur une mission qui a été diligentée par le ministre de l'Intérieur sur le fait qu'on fasse un travail de prospective sur les besoins des sapeurs-pompiers volontaires, et on a vraiment besoin d'avoir une protection pour permettre de poursuivre cette activité avec tout, bien sûr, dans le respect de la sécurité concernant nos sapeurs-pompiers volontaires, sur lequel on leur doit, mais également conserver une certaine souplesse quant à leur emploi et ne pas tomber dans des carcans réglementaires trop importants. Donc là, vous êtes en pleine concertation ? Actuellement, oui, il y a une grande concertation qui a été réalisée par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pour effectivement avoir des bonnes idées pour qu'est-ce qui va faciliter l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires, et l'ensemble de ces remarques et de ces propositions sont en train de compiler au niveau national pour faire des propositions au plus haut. Alors, on a combien de temps pour réagir face à ce projet de normes de l'Europe ? On a du temps, mais je dirais que c'est tout le problème de la jurisprudence européenne. Ça se construit au fur et à mesure. Oui. Et voilà, il faut être vigilant. Donc, il faut être vigilant et présent. Aujourd'hui, le modèle n'est pas en danger dans l'immédiat. Et quel est le but finalement de ce projet de normes par l'Europe ? En fait, c'est peut-être une... Pourquoi est-ce qu'ils ont pensé à ça? Il y a eu des accidents? Non, le but est louable, c'est-à-dire que c'est dans la protection du travailleur au sens du traité de Rome, sur lequel effectivement tout à chacun a le droit que le fait d'avoir une activité et le fait qu'il soit protégé par rapport à cette activité. Maintenant, il faut pas se tromper sur un certain nombre de modèles. On a quand même besoin, que ce soit notamment l'ensemble des forces de sécurité intérieure, on ne peut pas planifier notre travail de manière linéaire, à savoir qu'il faut qu'on réponde à des fortes sollicitations dès lors où en fait la population en a besoin. Donc également, il y a des modèles économiques qui permettent de conserver un maillage opérationnel de proximité. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la distribution des secours dans le département du Val d'Oise est assurée à partir de 39 centres de secours. Demain, vous me demandez d'assurer la distribution des secours avec 3 centres de secours, je peux le faire. Mais aujourd'hui, les délais sont 10 minutes pour que les sapeurs-pompiers interviennent. Demain, si j'ai plus que 3 centres de secours, les délais vont être allongés. Donc il y a vraiment un enjeu à la fois de la qualité, et puis également, je pense que le fait des sapeurs-pompiers volontaires, c'est un bel exemple au moment où on dit que pas mal de personnes se désintéressent de l'autre. Eh bien, c'est un bel exemple. Il y a eu un exemple tout à l'heure par rapport à votre invité précédent, des gens qui se mettent à la disposition d'autres populations. Et je pense qu'il faut conserver ce modèle qui est important pour la France. Alors, on va peut-être rappeler combien vous êtes en Val d'Oise. Oui, bien sûr. Donc, au niveau des sapeurs-pompiers dans le Val d'Oise, on est 2786 agents au niveau du service départemental d'incendie et de secours. 57%, donc à peu près 1500, sont des sapeurs-pompiers volontaires. 34% des professionnels, on a à peu près 990. 7%, et je voudrais les mettre un petit peu en avant, des personnels administratifs et techniques spécialisés. Donc, ça veut dire ce que l'on appelle des personnels qui ne sont pas sapeurs-pompiers. Ce qui permet de faire tout le fonctionnement, finalement. Voilà, toutes les fonctions soutien, parce qu'il faut qu'on ait un établissement public, donc il faut que les finances aillent bien, il faut que les marchés publics soient faits, il faut que les services techniques fonctionnent bien. Bref, tous ceux qui vont concourir au fait que le sapeur-pompier, dans les travées, pour reprendre une expression de sapeur-pompier, ait le véhicule qui aille bien et soit en capacité d'intervenir. Et puis enfin, 2%, ce sont services de santé, puisqu'en fait, au sein de nos effectifs, on a des médecins, on a des infirmiers, on a des psychologues qui concourent également à l'activité opérationnelle. Alors, ces gens-là, ils viennent dans les camions ou ils sont là pour l'interne? Ou est-ce qu'ils sont pour le public? Les deux. En fait, donc la majeure partie sont des sapeurs-pompiers volontaires parce qu'il y a très peu de professionnels dans le service de santé. Ils vont premièrement s'assurer de l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers, qu'ils soient sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. Donc on est sur de la médecine préventive à ce niveau-là, médecine du travail. Et puis en fait, ils vont participer également à la sécurité des sapeurs-pompiers sur opération. Dès lors, on a une grosse opération, on a un médecin, un infirmier qui vont venir, mais ils peuvent également concourir à l'aide médicale d'urgence en cas de nécessité.
Merci beaucoup, colonel Marc Vermeulen. On va faire une petite pause musicale. Après, on entendra la chronique RH, on est mercredi, de Georges-Olivier Carré. Merci beaucoup. Et après, vous aurez le temps de faire un petit mot de conclusion si vous voulez. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire qu'on n'a pas... Donc, la chronique, elle ne marchait pas. Du coup, on a décidé de la passer par le PC et ça va fonctionner. Mais pourquoi ça marche pas? Je sais pas, elle n'est pas reconnue dans les logiciels de diffusion. Dans Parce que là, on va la diffuser depuis l'ordi. Ok. Ça marche pas. Je comprends pas parce que d'habitude ça fonctionne bien. Il n'y a pas eu de changement. Je sais pas, il y a dû y avoir un fichier, il est comme endommagé ici. Fichier endommagé, d'accord. Mais je vais lui dire. Ouais. Parce que Et là, comme ça il me passe. les envoie par mail. Là, ça marche en fait, c'est Francky qui a trouvé l'idée. Il est là, Francky? Non, il est en repos là, donc je l'ai appelé. D'accord. Donc on va la passer par le PC, il n'y a pas de souci. Ok, super, Julien. Est-ce qu'on enchaîne les deux? Est-ce que vous reparlez entre temps? Comment on fait? Non, non, là on enchaîne la chronique tout de suite. Donc j'enchaîne la musique et la chronique? Sans que vous reparliez entre les deux? Si, je vais réannoncer le thème de la chronique. Hein. Ça marche. Je vais lui dire bonjour quand même. D'accord. La chronique. Allez, on y va. On y va? Ouais. C'était Alexia Grady pour la chanson Paradis. C'est une toute jeune chanteuse. Bonjour Georges-Olivier. Aujourd'hui, vous nous parlez entretien d'évaluation. Vous pouvez nous le mettre un petit peu plus fort? Ouais, il est faible, hein, son son. Ouais. Là, je l'ai poussé à fond. Là. Les D'accord. managers n'y voient qu'une perte Voilà, de c'est temps. bon là. Et les collaborateurs une occasion de recevoir des critiques Très faible. sur leur travail, alors qu'ils espèrent Je une vais le mettre à augmentation. Combien de temps ça dure? Je me souviens plus. Il est possible de rendre ces Ah, par contre, entretiens j'ai pas le timing. intéressants Ah, y a et pas, utiles ok. pour Je vais tous. regarder. Ça doit être 2 minutes. Pour commencer, Oui, vous avez un petit mot. il me semble utile de ne plus les Vous avez appeler vous pouvez entretien faire un petit mot de d'évaluation comme conclusion. cela Oui, est d'accord. encore souvent Et le cas, puis, mais par exemple, ça va être- entretien d'évolution. Ensuite, Et puis de les après, décomposer je en donnerai 3 une info, et flux puis voilà. d'entretien distincts. Et après, c'est fini. Ça passe L'entretien de vite. Hein. définition Ah, oui, des oui. objectifs, l'entretien de suivi et l'entretien de Pas bilan. la durée dessus. Il pourra Bah, de toute être façon, il nous suivi par reste, un quatrième entretien. 4 L'entretien minutes de 50 négociation. d'antenne. Au lieu d'évaluer le travail Donc et vous le avez une comportement minute de chacun de- pas à la plus. fin de l'année, à Faut être partir d'une concis. grille de critères plus ou moins Alors, adaptés à en chaque fait, en métier, conclusion, donc c'est comme ça que je certaines dis, on entreprises fait un appel initialisent au le volontaire. processus en Voilà, début c'est d'année ça. par un entretien de définition des Un objectifs. appel aux volontaires afin de conserver une 15 jours avant réponse cet de entretien, proximité qui- Le collaborateur D'accord. reçoit toutes les informations Moi, Moi, je vais nécessaires, juste vous dire un petit mot de objectifs du conclusion. salarié, de l'entreprise, C'est que moyens ça. disponibles, Ah, puis j'ai pour pas- élaborer ses propres objectifs professionnels pour l'année à venir. Il y réfléchit, les écrit sur un formulaire et les envoie à son supérieur hiérarchique. Avant l'entretien. Le temps s'affiche Le là-bas, vous but de voyez cet ce qui est le entretien décompte. est de Oui, oui. définir les 3,50 objectifs du même, collaborateur apparemment. pour l'année à venir, Alors ça laissera assortis de 30 critères de secondes, réussite ça va vite. mesurables et écrits, Bah, c'est bon. de définir également les actions à mettre en place On pour a les déjà atteindre, démarré, les moyens donc ça nécessaires encore. pour les réaliser, en particulier la formation. Mais c'est bizarre, Et hein. de Je pense bâtir qu'elle dure moins l'information parce que là commune on est déjà pour à atteindre ces 41, il reste encore un peu, on est à la moitié. Là. Il sera suivi au long de l'année par 2 autres types d'entretiens, 40, ouais, si au elle moins dure un 3 entretien de minutes, je suivi dirais, en une minute. milieu d'année, pour vérifier que les objectifs sont toujours d'actualité et les revoir si cela est Du coup, on va nécessaire. être trop juste pour repasser un sondage. Également pour Non, on passe vérifier pas que de le son. collaborateur Au suit son revoir, plan d'action générique. et ne On fait finit, pas on de finit difficultés. avec sa conclusion. Si Moi, on je donne rencontre, une info ou deux selon le je verrai manager va selon le l'aider à temps. réfléchir, J'ai quelques à secondes de trouver des générique. ressources Voilà, et des solutions c'est pour résoudre les difficultés. Dans ce cas, il peut y avoir autant d'entretiens de suivi que nécessaire. Enfin, en fin d'année, un entretien de bilan pour valider les résultats obtenus Ah, 2 minutes. et en tirer les Ah, bah, c'est leçons largement. utiles pour l'année Une suivante. minute pour le colonel pour conclure. Cet Moi, entretien une permet de minute pour mesurer les les apports infos et effectifs dire au de revoir. chaque et voilà. collaborateur à l'entreprise et l'évolution de ses compétences. Une évaluation formelle, avec l'attribution d'une note, peut être réalisée lors de cet entretien. L'avantage de cette structure, c'est de mettre les collaborateurs en situation de réussite. Mais ouais, pour le coup, prochaine fois, on va sur- un petit peu Au plus niveau de fort si on l'entretien passe bilan, sur beaucoup l'ordi de ou- collaborateurs souhaitent Là- en profiter pour négocier leur salaire ou les primes. Bah, comme ça, maintenant, Mais vous cela savez. présente 2 inconvénients. Là, ça Tout passe d'abord, en lorsque mettant un l'entreprise a peu d'augmentation à distribuer, l'entretien de bilan, au lieu d'être une rampe de lancement stimulante pour l'année à venir, va devenir un lieu de frustration qui peut remettre tout le processus en cause.
D'autre part, pour un certain nombre de collaborateurs, si l'objectif de l'entretien de bilan est de négocier leur salaire, cet entretien va devenir une occasion de négociation où tous les coups sont permis. Il sera très difficile d'avoir un bilan objectif et vrai. La solution à ces écueils peut être de prévoir, lorsque cela est utile, un quatrième entretien. Moi, dès que je vois que c'est rouge, je parle, ne vous inquiétez pas. Pour négocier les prix ou les augmentations. Non, mais moi je parle de là quand il faut mettre le micro. Mettez-moi le micro. Puis ensuite, un entretien de négociation où chacun aura pu se préparer sur des bases saines et communes. Merci Georges Olivier pour cette chronique du jour. Colonel Vermeulen, un petit mot de conclusion? Oui, alors on va s'attacher aux forces vives, que j'espère avoir fait passer le message, que sont les sapeurs-pompiers volontaires. Il est important que des gens qui auraient envie de participer à cette aventure humaine, qui poussent les portes des centres de secours afin de conserver un service de secours de proximité, tel que c'est le cas aujourd'hui dans le Val d'Oise. Voilà, donc n'hésitez pas, que vous ayez entre 18 et 60 ans, il y a de la place pour tout le monde. Alors, quelques infos avant de se quitter. Juste, je vous rappelle que le règlement général sur la protection des données doit se mettre en place dans les entreprises avant le 25 mai, surtout dans les grandes entreprises, car l'État va y veiller. Des contrôles vont être faits. Alors, la CCI vous propose une journée de formation le 3 mai de 8h30 à 12h30 sur les contraintes légales et les outils de mise en conformité. Donc, c'est à Cergy-Pontoise, 40 €, inscription sur cci95-idf.fr. Tiens, il y a un petit problème dans l'adresse. Je vous redirai ça peut-être demain. Vous pouvez d'ailleurs réécouter notre émission de ce lundi 12 mars où on a longuement parlé de ce thème et on y reviendra nous aussi de toute façon le 31 mai prochain. D'ici là, on vous souhaite une très belle journée. L'équipe d'Isabelle Durand arrive pour de la musique. Soyez avec nous dès demain. Demain, c'est vendredi. Et vendredi, je reçois Aurélien Taché, un des députés du Val d'Oise. Bonne journée.